Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat et retour ce matin à une table ronde qui s'est tenue la semaine dernière au Sénat dans le cadre des travaux de la mission d'information sur les transports aériens et l'aménagement du territoire. Une mission d'information qui a été lancée au mois de mai dernier à l'initiative du groupe RDSE, ce groupe qui rassemble notamment des radicaux de gauche, de droite et tous ont en commun de beaucoup représenter les territoires ruraux, les territoires enclavés. Et cette mission d'information qui a pour rapporteur la sénatrice Josiane Costes, RDSE, a justement pour objectif de travailler sur ces transports aériens que beaucoup de sénateurs jugent nécessaires pour désenclaver ces territoires qui ne bénéficient pas tous de bonnes routes ou bien de lignes ferroviaires, alors que se tient en ce moment un débat autour de l'utilité de ces lignes domestiques, sachant que les transports aériens causent un certain nombre de problèmes, notamment en matière environnementale. Retour donc à cette table ronde qui s'est tenue la semaine dernière au Sénat et qui représente justement un certain nombre de compagnies aériennes utiles en matière d'aménagement du territoire, qu'il s'agisse d'Air Corsica, d'Air Austral, de Twinjet ou encore de Chalair. Retour donc à cette table ronde la semaine dernière au Sénat. Nous poursuivons cette semaine donc nos travaux en réunion plénière par une table ronde avec les compagnies aériennes opérant des lignes d'aménagement des territoires en métropole et outre-mer. Donc je remercie de leur présence les dirigeants des compagnies qui ont répondu cet après-midi à notre invitation. Je vous précise que cette audition fait l'objet d'une captation vidéo. Et donc je remercierai chacun en s'exprimant de bien parler dans le micro et puis surtout de ne pas prendre la parole sans avoir reçu un signal de ma part et puis surtout appuyer clairement pour que chacun puisse entendre. Et puis cette audition est également ouverte à la presse. Alors nous recevons M. Alain Battisti qui est président de la compagnie Chalair, qui est ici, M. Guillaume Collineau qui est directeur général de Twinjet, M. Philippe Dandrieux, président du directoire d'Air Corsica, M. Dominique Dufour, qui est secrétaire général de Air Austral, qui assure notamment des liaisons vers La Réunion et Mayotte, mais chacune des compagnies pourra nous dire son activité. Je précise également, nos collègues de Guadeloupe ne nous ont pas encore rejoints, mais vous savez que Mme Victoire Jasmin et M. Dominique Théophile font partie de la mission, et je précise, on le leur indiquera, que nous avions également sollicité les dirigeants des compagnies Air Caraïbes et Air Antilles. Voilà, pour des raisons bien compréhensibles d'agenda, ils ne pouvaient pas forcément être présents aujourd'hui, donc on trouvera un autre créneau d'audition pour pouvoir avoir un échange avec ces compagnies. Voilà, cette mission d'information a été constituée à l'initiative du groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Notre collègue Josiane Costes, qui est rapporteure, qui est sénatrice du Cantal, connaît bien ces questions-là, et ainsi que l'ensemble des questions qui sont soulevées par les liaisons intérieures. Pas simplement Paris-Aurillac, mais bien au-delà. Et puis chacune et chacun des sénateurs prennent ici régulièrement ce bel instrument de transport qui est l'avion. L'objectif principal de notre mission est de s'intéresser, vous le savez, aux territoires enclavés qui sont imparfaitement desservis par le rail ou par la route. Ces territoires ont besoin de dessertes et d'infrastructures aériennes pour assurer leur développement, ou tout simplement la continuité territoriale. Je précise qu'une délégation de notre mission d'information se rendra successivement à Quimper, cher monsieur Canevet, à Aurillac, madame la rapporteure, et cher collègue Luche, à Rodez, dans quelques jours, pour rencontrer les acteurs locaux, pour expertiser plusieurs types de lignes d'aménagement du territoire et évaluer l'impact de ces liaisons sur le développement économique. Voilà. Je vous précise enfin, à l'attention des membres de la mission, que le 4 juillet, j'insiste sur cette date peut-être, nous auditionnerons M. Pierre-Olivier Bandé, qui est directeur général adjoint à Air France, chargé spécifiquement d'Air France Hop, comme il faut maintenant dire, et qui pourra donc répondre également à vos questions sur les dessertes qui sont assurées par le groupe Air France, non seulement sur la question des lignes qui sont soumises à obligations de service public, mais aussi sans doute aurez-vous des questions sur la stratégie d'Air France de desserte de nos territoires.
Voilà, je me réjouis que les professionnels du transport aérien régional puissent donc aujourd'hui nous présenter leurs activités et nous exprimer les problématiques qu'ils rencontrent dans la desserte des territoires, qu'il s'agisse des lignes commerciales et plus particulièrement des lignes soumises à des obligations de service public. Je cède tout de suite la parole à notre rapporteur Josiane Costes, et puis ensuite on laissera peut-être une dizaine de minutes, si vous en êtes d'accord, à chacun d'entre vous pour que vous puissiez vous exprimer avant de passer aux questions évidemment du rapporteur et des membres de la mission. Madame le rapporteur. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, donc, comme vient de le rappeler notre collègue et président Vincent Capo-Canellas, plus nous progressions dans nos auditions, plus nous observons que la continuité des lignes aériennes d'aménagement du territoire est un enjeu vital pour le développement économique et touristique des régions laissées à l'écart du TGV et laissées à l'écart des autoroutes. À l'heure de l'Internet et de la mondialisation, il faut savoir que certains territoires restent à 7 heures, voire 8 heures de train de Paris, avec plusieurs changements. Qu'il s'agisse d'Aurillac, mais aussi du Puy-en-Velay, de Rodez ou de Quimper, où je me rendrai avec plusieurs de mes collègues, la vitalité même du tissu économique dépend d'une liaison fiable avec Paris et les capitales régionales. La viabilité des entreprises et de nombreux emplois est donc en jeu. Alors, je n'ignore pas le débat ambiant sur l'environnement, défavorable au transport aérien, et c'est le moins qu'on puisse dire en ce moment. Il faut bien évidemment en tenir compte, mais le sujet qui anime notre mission d'information est autre, puisqu'il s'agit de la continuité territoriale avec des régions qui, pour la plupart, n'ont pas d'autres moyens rapides de communication que l'avion. Aussi, en tant qu'opérateur de lignes intérieures, vous êtes en première ligne, messieurs, pour nous éclairer sur les caractéristiques de vos activités, des spécificités de ces lignes d'aménagement du territoire. Votre éclairage nous sera très précieux pour relayer des recommandations et de nombreuses questions se posent. Combien de liaisons opérez-vous au total sur le territoire national et combien d'entre elles le sont sous obligation de service public? Des villes desservies, le nombre de villes desservies et le nombre de passagers concernés. Le système des lignes d'aménagement du territoire, sous obligation de service public, vous semble-t-il suffisamment adapté quant à la viabilité du modèle économique, du coût du service, de sa qualité, de sa régularité, de sa continuité, voire de sa sécurité? S'agissant plus particulièrement de l'arrivée dans les aéroports de Paris, considérez-vous que l'accueil des vols régionaux et de leurs passagers est satisfaisant? Je vous remercie donc d'être présent aujourd'hui et nous sommes tous très intéressés par vos présentations et puis je vous poserai d'autres questions plus précises, mais vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci Madame la rapporteure. Alors je vous propose peut-être que nous prenions l'ordre qui figurait sur la convocation, qui me semble être d'ailleurs l'ordre alphabétique. Et si M. Battisti en est d'accord, je vais lui passer la parole en premier et ensuite voilà, on poursuivra. Bien, disposons de 10 minutes à 4. Non, c'est 10 minutes chacun. C'est juste destiné à nous permettre d'avoir un échange, mais on n'est pas avec un sablier sur la table non plus. L'idée, c'est que vous puissiez nous donner une première vision et ensuite, au fil de l'échange, les questions de la rapporteure et des membres de la mission vous permettront peut-être de compléter. Bien, parfait. Alors, très brièvement, Chalair est une compagnie aérienne française que je dirige depuis une quinzaine d'années maintenant, née en 1986. Qui à l'origine développait de l'activité d'aviation d'affaires et qui a pris un tournant il y a une douzaine d'années en développant une activité de ligne régulière régionale au moyen d'avions de 19 sièges, type Beechcraft 1900, et depuis quelque temps au moyen d'avions ATR, avions régionaux que vous connaissez bien, de 48 à 70 sièges. Aujourd'hui, c'est 14 avions. C'est de l'ordre de 300 000 passagers l'année prochaine et c'est dans l'ordre de 200 000 cette année. Donc une croissance récente assez forte qui est liée à une réorganisation, une refonte du transport aérien régional par le jeu des acteurs, bien sûr, et notamment par le retrait progressif de Hop d'un certain nombre d'avions, de 40 sièges, enfin d'avions ATR, 48 sièges, avions en réaction de 50 sièges. Et puis il y a une évolution du marché plus généralement, avec des attentes des passagers qui ont changé, notamment en matière d'attente de prix. Donc tout cela bouscule un petit peu le marché du régional français, avec à l'intérieur de ce marché, évidemment, les lignes d'aménagement du territoire qui ont la spécificité d'avoir un accompagnement souvent financier
donc ligne aérienne et aussi ligne budgétaire, sans jeu de mots. Dans le cas de Chalère, nous avons aujourd'hui une douzaine de lignes en France, dont 3 qui sont sous OSP. Et en plus, ce sont des lignes que nous avons récemment, que nous opérons depuis peu, donc récemment opérées par nous. Ces lignes, clairement, n'existeraient pas, bien que nous soyons une compagnie low cost dans nos fonctionnements, n'existeraient pas sans un accompagnement financier des régions, des départements, enfin sous l'égide en général d'un syndicat mixte. Et donc, en particulier, nous opérons depuis le mois de janvier la ligne Agen-Orly, mais également depuis janvier Limoges-Lyon et depuis mars Limoges-Orly. Donc des lignes qui ont un caractère jugé essentiel par les territoires, essentiel sous 2 angles, ce que vous avez d'ailleurs très justement rappelé, Madame Coste, à savoir le vecteur économique que représente une ligne aérienne, qui est souvent indispensable si on veut maintenir un tissu économique d'entreprise privée ou publique, et puis le vecteur d'attractivité du territoire en matière touristique, parce que les touristes ne viennent pas seulement d'Angleterre, ils viennent aussi d'autres parties, d'autres régions de la France, enfin de France, et notamment peuvent venir soit directement au départ de Paris, soit à travers les hubs de Paris ou encore de Lyon, puisque dans notre cas, nous relions à travers Limoges-Lyon, par exemple, quasiment toute la France et certaines destinations européennes, c'est 14 destinations au départ de Lyon. Alors, on est peu nombreux sur le territoire métropolitain à opérer des lignes d'aménagement du territoire et même globalement des lignes régionales. Pourquoi ? Parce que clairement, je l'évoquais un tout petit peu en début de présentation, il y a une pression extraordinairement forte sur les prix, c'est-à-dire que clairement on a une demande forte des passagers de se déplacer. On a un développement très important des lignes opérées notamment par des opérateurs étrangers sur le territoire, type EasyJet, mais aussi Ryanair, Volotea. Et évidemment, ce développement, qui est un développement qu'on baptise souvent un développement low cost, se nourrit d'une attractivité forte en termes de billets et d'une attente d'avions assez gros, relativement rapide puisque ce sont des jets et avec des prix évidemment très satisfaisants, notamment pour les gens qui voyagent pour des raisons personnelles et qui payent leurs billets eux-mêmes. Donc ça crée une pression sur les tarifs, ce qui fait qu'aujourd'hui il est compliqué de vendre au véritable prix le prix de revient d'un avion qui, étant plus petit, ne coûte pas moins cher. Il coûte pas tout à fait moins cher à l'achat, mais surtout il coûte beaucoup plus cher en exploitation quand on fait le calcul ramené au prix du siège. Et c'est ce qui explique, notamment dans le cadre des lignes d'aménagement du territoire, qu'un ATR, si on veut le faire opérer, il faut en gros entre 2 et 4 millions d'euros de subventions annuelles, selon bien sûr le programme de vol, la longueur de la branche, le nombre de fréquences, etc. Ce qui semble souvent déraisonnable au regard des finances publiques, mais qui sont malheureusement nécessaires. Et le retrait récemment de Hop d'un certain nombre de lignes témoigne qu'il n'y a pas véritablement d'effet d'aubaine et de grande rentabilité à exploiter ces lignes. Donc il faut garder ça en tête quand même. Voilà, on est sur un schéma économique assez étroit et peu attractif pour les compagnies aériennes. Merci. On va peut-être poursuivre avec M. Collineau. Merci, Monsieur le Président. Vous vous excuserez le fait que je sois un bien moins bon orateur que M. Battisti, mais je vais quand même essayer de défendre ma compagnie. Donc nous, on est un peu les parents pauvres. Parmi mes 4 confrères, on n'a que 12 avions du même type, des Beechcraft 1900D, donc 19 sièges. La particularité de ces avions, c'est que ce sont des courts courriers qui ont été, on va dire, mis au point par le fabricant Beechcraft aux États-Unis pour faire des vols d'environ 1h30 à 2 heures grand maximum, avec entre 15 et 19 passagers à bord. C'est là qui sont le plus efficaces et c'est là qui sont les mieux à opérer d'un point de vue économique. Nous, on opère aujourd'hui 16 destinations, donc 4 à l'international, et parmi ces 16 destinations, une seule est une destination subventionnée sous forme d'OSP, c'est la ligne entre Le Puy-en-Velay et Paris. Auparavant,
Merci, monsieur le sénateur. Auparavant, on opérait aussi la ligne de Périgueux, et malheureusement pour Périgueux, entre guillemets, la difficulté pour eux de trouver des fonds a fait que l'avion a dû s'arrêter. Et je pense, comme le soulignait le président, que maintenant la région de Périgueux va être dans une situation difficile pour les entrepreneurs économiques, puisqu'il leur faut soit se rendre à Limoges pour profiter des avions de M. Battisti, soit se rendre à Bordeaux pour prendre le TGV. Cependant, l'accès à Bordeaux, s'il paraît simple vu sur une carte, dans la vraie vie c'est compliqué parce qu'il faut prendre la rocade et il y a les dangers de la route, donc c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. La particularité aussi de ces 19 sièges, pour rejoindre ce que disait M. Battisti, c'est que là où des gros appareils peuvent jouer avec ce qu'on appelle le yield management, donc faire varier le prix du billet en fonction du nombre de sièges restants et en fonction de l'offre en nombre de sièges, nous, le fait qu'on dispose que 19 sièges au maximum fait qu'on ne peut pas jouer avec des billets de l'ordre de 40 €. Donc pour faire un rapprochement très facile et très basique, là où un ATR 42 va permettre à des passagers de monter pour 40 € l'aller-retour, chez TwinJet c'est impossible. On va être au minimum à 120, 150 €. Et c'est pas un prix éhonté, c'est peu ou prou le minimum de ce qu'on peut facturer pour retomber à peu près sur nos pieds en prenant en compte le financement qui nous permet d'opérer cette DSP. Je rejoins encore une fois M. Battisti sur le fait que parmi les compagnies aériennes françaises, je pense qu'aucune d'entre elles n'est une chasseuse de subventions, puisque nous, sur 16 destinations, une seule est financée. Auparavant, on en avait 2, et il n'est pas dans notre modus operandi d'attendre, telle une bête fauve, qu'une DSP se libère pour pouvoir nous engouffrer dedans et voler aux frais du contribuable. Et je vais aller même plus loin dans cette démarche. Je pense que certaines lignes de désenclavement sont entre guillemets des lignes trop luxueuses lorsqu'elles sont opérées par des ATR 42 parce que effectivement le coût en valeur absolue d'opération d'un ATR 42 est forcément et logiquement plus cher que celui d'un plus petit avion. Donc rapporté au nombre de passagers mais pas au nombre de sièges offerts, effectivement le Beech 1900 coûte moins cher normalement qu'un ATR 42, sauf si quelqu'un n'est pas bon en maths, mais jusqu'ici on retombe sur nos pieds puisque depuis 18 ans on est bénéficiaire chez TwinJet. Donc on pense qu'on n'est pas trop mauvais dans les calculs. Après, Madame la rapporteure, Monsieur le Président, vous avez aussi souligné la ponctualité. C'est effectivement une attente. Je dirais même la ponctualité et la régularité. C'est ce qui a été reproché à Hop, notamment sur la ligne d'Agen, où ils ont été, entre guillemets, accusés de sabotage de ligne. Bon, je pense qu'au-delà du sabotage, qui est un petit peu fort comme terme, il y a peut-être des difficultés, effectivement, pour maintenir un avion quand on n'est pas équipé et pas réactif. C'est effectivement le quotidien, à nous, petites compagnies, de forcément devoir être plus réactifs que les grosses pour pouvoir, entre guillemets, survivre dans ce monde qui est vraiment très difficile et très concurrentiel. Après, vous avez aussi ouvert la porte, entre guillemets, sur l'accueil qui était réservé aux lignes régionales sur ADP. Donc là, je ne vais pas me prononcer pour mes confrères qui ont tous, sauf M. Battisti, des avions plus gros que les miens. Il est sûr qu'on a mal vécu, entre guillemets, en 2017 et 2016, les augmentations, enfin les changements de politique tarifaire d'ADP, où par le biais d'un lissage de la taxe passager, on faisait croire au Pékin moyen que ça coûtait moins cher maintenant d'aller à Paris qu'auparavant, sauf que les petits avions forcément ont moins de passagers, donc la taxe passager, même si jamais elle baisse, ne vient pas, entre guillemets, balancer l'augmentation de la redevance atterrissage, et ça a eu pour effet, pour nous, de multiplier quasiment par 6 le prix global de l'atterrissage à ADP. Ça peut effectivement se comprendre, puisque d'un point de vue d'économie pure, on va prendre, nous, le même slot, entre guillemets, même parfois plus, puisque nos avions vont moins vite que les gros avions, on va prendre le même espace-temps qu'un gros avion, sauf que la taxe passager qui va revenir à ADP, pour nous, sera peut-être de 12 passagers, et que dans un A380, elle sera de 500 passagers. Donc on peut comprendre le raisonnement économique, mais il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on fait que de l'économie pure avec ADP, ou est-ce qu'on est aussi dans un rôle de désenclavement? Et s'il y a des enclavements, on doit laisser l'accès aux petits porteurs, et on doit aussi maintenir, entre guillemets, la possibilité aux petits porteurs de répondre au DSP, ce qui n'a pas été le cas récemment, puisqu'on a vu successivement les OSP de Limoges et d'autres villes répondre avec un nombre de passagers minima de 29 passagers. Donc forcément, les avions de 19 places ne peuvent pas répondre, même s'ils le souhaitaient, on n'a pas la possibilité de le faire. Et je ne vois pas bien, entre nous, le risque qui est pris par les communautés de ne pas laisser la possibilité aux petits transporteurs de répondre. Voilà, en 2 mots, c'est à peu près tout. Merci. Bah, écoutez, pour quelqu'un qui dit qu'il a moins de facilité que son prédécesseur, vous êtes très bien débrouillé. Bravo. Monsieur Dandrieux. Mesdames, Messieurs, merci. Bon, très rapidement, Air Corsica, c'est la compagnie aérienne de l'aménagement du territoire, puisque ça repose sur les concepts de continuité territoriale qui ont été établis dans la loi de finances de mémoire de 1976 pour l'intégration dans le transport maritime et qui est passé en 1980 pour le transport aérien. Donc c'est une affaire ancienne.
Compagnie qui aujourd'hui a 12 avions, 6 ATR-72 et 6 Airbus A320, et qui fait les 4 aéroports corse avec, les plateformes de Nice, Marseille et Paris-Orly. Ça représente une douzaine de lignes de service public, et le global de la compagnie, c'est une quinzaine de lignes. Il y a des lignes saisonnières sur l'Angleterre, sur la Belgique, sur Nantes, sur Toulouse, etc., qui bougent un petit peu en fonction du marché. Donc 2 activités très différentes. Le service public représente chez nous aujourd'hui 85% de l'activité, du chiffre d'affaires et du volume d'activité. C'est vraiment une société qui est très basée là-dessus. C'est d'ailleurs une société d'économie mixte, qui est composé d'un capital social, collectivité de Corse et groupe Air France, Caisse des dépôts, etc. Nous faisons au total 1 800 000 passagers et nous devons faire à peu près 1 600 000 passagers de service public. Donc dans les variantes de service public que vous pouvez avoir dans l'aérien, c'est un cas, on va dire, un peu particulier. Mon camarade Dufour vous dira exactement, je pense, la même chose. La desserte insulaire, c'est particulier, parce qu'il n'y a pas d'autres moyens. Il y a le bateau, mais le bateau, c'est entre 8 et 15 heures. C'est pas très facile. Et une phrase qu'on dit souvent en Corse, c'est que le meilleur médecin, c'est Air Corsica, parce que, vu la taille de la région, il n'y a pas de CHU, donc tout le monde va se soigner à Marseille, prend le vol du matin et rentre le soir. Voilà, c'est assez typique, on voit nos clients qui partent avec leur radio, qui rentrent le soir. Donc, c'est vraiment le volume d'activité que nous avons. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les enjeux actuels, ou en tout cas sur les différents modèles? Pour raisonner sur le modèle économique, il faut quand même avoir en tête que ce modèle économique qui a démarré à l'époque, moi je l'ai connu il y a une trentaine d'années sous la forme de concession de services publics, aujourd'hui dans le schéma de délégation de services publics, avec, je dirais, une doctrine communautaire, Europe, qui est, je vais utiliser peut-être des mots qui vont peut-être pas être totalement politiquement corrects, mais enfin, on a écrit un peu ces textes à l'époque en se bouchant le nez. C'est-à-dire que je n'ai pas d'option politique, mais c'est une plume libérale qui a écrit du service public. Et fondamentalement, c'est le défaut de départ de cette affaire. C'est-à-dire que nos amis vous parlent de coûts, de revenus, etc. Des faibles marchés, c'est les petits avions. ATR-42, Beech, etc. Le petit avion en économie aérienne, c'est toujours plus cher que le gros, ramené au siège. Maintenant, si on n'a personne à transporter, ça va coûter beaucoup plus cher. Donc, à un moment donné, il faut savoir payer le prix de ce que ça représente. Ce n'est pas des surmarges des transporteurs. C'est l'ADN de la fabrication de ces coûts de production qui sont chers. Ça, c'est un point important. Donc, petits avions, des fois à distance importante. Donc l'économie qu'on peut avoir sur des réacteurs, sur sa productivité, elle n'est pas fabriquée parce qu'on n'a pas tout à fait le même marché pour traiter ça, donc ça devient vite compliqué, vite coûteux. Ça a un prix, il faut avoir la notion de prix. Alors après, faire une course à l'échalote aux centaines de millions d'euros en plus ou en moins, c'est une économie quand même qui est ouverte aux 4 vents, qui est assez mal bordée. Ce sont des compensations forfait maximum. C'est-à-dire que s'il y a des problèmes dans le Golfe, ou s'il y a des pétroliers qui sautent dans le Golfe, et que le pétrole monte, eh ben, il faut faire jouer ce qu'on appelle des clauses d'imprévision. Et généralement, les collectivités, elles connaissent des budgets annuels, et pour rattraper ça, ça prend un temps infini. Donc il y a toujours beaucoup de décalage dans l'affaire. Troisième point dans le modèle économique, la durée des délégations de services publics dans l'aérien sont limitées à 5 ans. Bon. Un avion, ça ne se finance pas sur 5 ans. Ça se loue des fois sur 5 ans, selon les bonnes années. La location dans le métier, on le sait à peu près tous, on commence à 7, on tourne aux alentours de 12. Si on achète, eh ben, il faut l'amortir. Alors on peut parler des biens de retour, après, pourquoi pas. Mais il y a encore une fois un petit peu de posture idéologique par rapport à la réalité économique que représente ce secteur. Donc ça joue de façon énorme, et donc bien évidemment c'est aussi une activité qui est ouverte aux 4 vents, je dirais, de certaines concurrences déloyales, notamment en termes de charges salariales. C'est évident, on ne va pas refaire le débat Ryanair, Volotea et autres, mais il y a des écarts considérables. Il y a des écarts considérables en coût et en conditions de travail. Donc il y a la double peine. Pour terminer, qu'est-ce qu'on peut avoir comme aménagement, ou en tout cas, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le modèle actuel? Bon, vous savez qu'il y a des OSP
avec exclusivité, sans exclusivité, avec compensation publique ou sans compensation publique. Il est clair que déjà faire vivre une ligne avec un faible trafic, ça demande un peu d'argent. Si demain on veut la développer, en tout cas influencer sur son tissu économique, tout simplement pour que le gars du Tarn ou d'ailleurs puisse rejoindre CDG pour aller vendre ses logiciels dans le monde entier, il faut y mettre les moyens. Il n'y a pas d'autre solution. Alors les moyens, les façons qui ont été trouvées aujourd'hui, c'est d'aller trouver un avion hongrois ou polonais. Bon, mais ça dure ce que ça dure, parce que, encore une fois, sans faire dans le principe, il faut de la durée. Parce que si la ligne, elle se casse la figure tous les 2 ans et demi, parce qu'il y a des jeux de restructuration capitalistique qui se font ailleurs, ben, le schéma s'effondre. Et l'entreprise derrière repart avec ses 12 heures de train, etc., etc. Je voulais juste finir sur ADP, qui a évoqué mon camarade Guillaume. Il est clair que les changements de grille tarifaire sur ADP au cours des dernières années a transféré sur les conseils généraux, sur les régions, l'amélioration des résultats d'ADP, en partie, puisque tout ça s'est fait, on ne va pas rentrer dans des calculs compliqués, mais les petits avions payent aujourd'hui proportionnellement plus cher que les gros, on va le dire comme ça. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que le Paris-Aurillac ou le Paris-Orly, etc., moi je vais vous donner à titre d'exemple pour notre compagnie, pour nos lignes sur Orly, avec de l'Airbus A120 qui n'est pas un petit avion, mais qui ne fait pas partie des très gros, avec le même nombre d'activités, par un changement de cadran solaire dans la tarification, on a eu pour 800 000 € supplémentaires de charges. Voilà, c'est le prix du parking, hein, pas des taxes, etc. Dernier point sur la tarification, la Corse fait beaucoup d'efforts sur la tarification aérienne. Tarif résident des Corses vers le continent, un aller-retour sur Marseille, quel que soit le jour, l'heure et l'année, billet remboursable, équivalent d'un plein pot, mais valable tout le temps. C'était 150 €, ça va changer, ça va encore descendre. Il y avait plus de la moitié du billet qui était de la taxe. Là aussi, qu'on vienne en 747 ou en Beech 1900, la valeur de la taxe est la même. Et il y a dans les modèles économiques des divergences de pensée. Un aéroport fait une multiplication entre son nombre de passagers et sa taxe, qui est une valeur unitaire, quel que soit le prix du billet payé. Et une compagnie aérienne regarde bien évidemment le tarif qui est payé. Et donc ce n'est pas tout à fait la même chose, ce qui fait que beaucoup d'aéroports sont très heureux de pouvoir passer dans les journaux régionaux en annonçant que le trafic a monté. Pour eux, c'est la réussite absolue. En réalité, la réussite absolue, c'est de regarder quel type de passagers on a transporté réellement. Est-ce que c'est de l'affaire? Est-ce que c'est du tourisme? Qu'est-ce qu'on a fait avec tout ça? Voilà. J'espère ne pas avoir été trop long. Merci. Monsieur Dufour. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Air Austral est une compagnie basée à La Réunion, dans l'océan Indien. Elle existe depuis un peu plus de 40 ans. C'est une société qui emploie un millier de salariés, tous basés à La Réunion, qui a à peu près une dizaine de dessertes, essentiellement dans l'océan Indien. Depuis La Réunion, la compagnie dessert les îles limitrophes, Mayotte bien sûr, Madagascar, 5 points à Madagascar, l'île Maurice, les Seychelles, les Comores, et puis un certain nombre de destinations dans l'Afrique australe et dans l'Asie du Sud-Est, comme Johannesburg en Afrique du Sud, Madras en Inde et Bangkok depuis quelques années. Alors la destination phare, c'est la desserte de la métropole, avec plus de 13 vols hebdomadaires entre La Réunion et Paris-Charles de Gaulle. C'est la seule d'ailleurs ligne qui est sous OSP pour Air Austral. OSP, je précise, sans compensation financière, hein, puisque ça se traduit par une obligation en ce qui nous concerne de régularité de trafic, de prendre en compte un certain nombre de publics, comme par exemple les accompagnants de personnes décédées, et puis d'assurer un service permanent d'évacuation sanitaire et de trafic post. Voilà. Nous desservons particulièrement Mayotte depuis La Réunion, depuis pas mal d'années, à raison de 8 à 10 vols par jour entre La Réunion et Mayotte. Et puis, nous avons ouvert une ligne en 2016, la fameuse ligne directe qui était attendue par les élus depuis quelques années, entre Mayotte et Paris,
à l'aide d'un 787 Dreamliner, qui fait de temps en temps, compte tenu de la qualité de la piste, enfin de la longueur de la piste plus exactement, escale à Nairobi, mais qui, 7 mois dans l'année, fait du vol direct entre Dzaoudzi et Charles de Gaulle. Sur les contraintes qu'on rencontre, je dirais qu'elles sont liées essentiellement à notre position de basée outre-mer. Vous l'aurez compris, on travaille sur des micro-marchés, des petits marchés, donc avec un potentiel de développement qui est relativement contraint. C'est un marché qui se caractérise par une grosse saisonnalité. Globalement, à La Réunion, surtout à Mayotte, mais à La Réunion, il y a 5 mois dans l'année où une compagnie aérienne a du trafic plein. Ce sont essentiellement les mois les périodes de vacances scolaires. Et le reste du temps, le trafic n'est pas optimal et les avions ne sont pas forcément pleins. Ils peuvent l'être, mais à condition de faire des tarifs extrêmement bas qui tangentent le coût d'exploitation. Autre contrainte, le fait qu'on est basé à La Réunion nous oblige à avoir des surcoûts tels que des stocks plus importants, des équipes plus renforcées. Je vous donne juste un exemple. Nous, étant basés à La Réunion, nous devons avoir une équipe technique pour s'occuper de notre flotte d'à peu près 70 personnes. Si nous étions basés à Charles de Gaulle, nous sous-traiterions la totalité de l'opération et on aurait beaucoup moins d'effectifs. Alors j'oubliais de vous dire que la flotte est extrêmement disparate puisqu'on a 10 avions. On opère avec des ATR, des Boeing 737, des 787 Dreamliner et des 777 qui sont de gros porteurs de 440 places, essentiellement entre La Réunion-Paris et La Réunion-Marseille. Voilà ce que je pouvais dire sur les contraintes. Bien sûr, sans paraphraser ce qui a été dit avant moi, le coût du fuel, les charges salariales sont élevées. On a juste fait un petit calcul. Si notre compagnie était basée à l'île Maurice, on aurait 30% de coûts en moins. Alors je ramène ça à une autre contrainte qui est celle de la concurrence, aussi bien sur le Paris-Réunion, puisque Paris-Réunion c'est une des rares lignes dites millionnaires en France, donc des lignes à plus d'1 million de passagers, il y en a 6 je crois en France, et sur cette ligne-là il y a 5 opérateurs auxquels nous devons faire concurrence, mais pas forcément avec les mêmes coûts, puisque nous sommes la seule compagnie basée à La Réunion. Et la concurrence elle se trouve également dans la zone océan Indien, puisque en face de nous, nous avons des compagnies à bas coût qui sont, pour citer qu'elles, Air Mauritius, Air Madagascar ou autres. Voilà. Je ne serai pas plus long. Je pense que pour répondre à votre question, madame, on n'a pas de critique particulière à formuler sur l'OSP. Je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de compensation financière, mais bon, nous, de toute façon, c'est dans notre ADN d'avoir, j'allais dire, une mission de service public compte tenu de notre base. Et par ailleurs, on y trouve aussi intérêt, puisque, en contrepartie, lorsqu'il y a des mouvements sociaux sur les aéroports de métropole, le service vers l'outre-mer est, j'allais dire, préservé. Et ça, c'est une très bonne chose pour nous. Voilà. Merci. Alors, je vais passer la parole à Madame le rapporteur d'abord. Et ensuite, on ouvrira les questions aux collègues. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Donc, une question, quelles pourraient être, selon vous, les améliorations à apporter à ce système de formulation des OSP en termes de résultats et renforcement des pénalités en cas de non-respect? Là aussi, vous avez cité, monsieur, tout à l'heure, le cas d'Agen. Moi, je peux parler du cas d'Aurillac aussi en 2018. Ça a été un enfer. Des atterrissages à Toulouse, des annulations à répétition, etc. On a eu un taux d'annulation extrêmement important. Donc, on avait l'impression que les pénalités n'étaient pas efficaces. Et le recours à l'intéressement, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Et j'ai une deuxième question, je vous la pose, après, comme ça on donnera la parole aux collègues. Quel conseil donneriez-vous aux collectivités territoriales qui souhaitent développer une connectivité directe entre leurs territoires, souvent des territoires enclavés, et souvent quand on est enclavé, on n'est évidemment pas très riche, malheureusement, ça va avec, vers Paris, voilà, vers la capitale, parce qu'en fait, il s'agit de ça, quoi. Désenclaver au point de vue économique, on a absolument besoin de l'avion dans ces territoires. Je vous remercie. Peut-être sur cette première série de questions, Madame la rapporteure, est-ce que l'un d'entre vous veut répondre? Monsieur Battisti, d'abord. Alors, je commence. Non.
Alors, Monsieur Collido. Alors, pour ce qui est des pénalités, effectivement, elles sont reprises dans les termes des contrats qu'on signe avec la DGAC. Donc, il y a des pénalités. Alors, si effectivement Hop était insensible aux pénalités qui lui étaient infligées, nous, qui sommes plus petits, on y serait plus que sensibles et ça pourrait même nous tuer. Donc, je pense que de ce point de vue-là, bon, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, mais autrement, mettre plus de pénalités que ce qu'il y a, je pense qu'il ne faut pas être dans une logique punitive. Le but des exploitants aériens, c'est de bien faire leur travail. On n'a pas vocation, ni même intérêt, ça amuse personne de dérouter un avion sur Toulouse, de ne pas faire un vol. Donc je pense que ce sont des circonstances exceptionnelles. Ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est que ces 2 dernières années ont été aussi difficiles en termes de ressources PNT, les pilotes, qui ont été aspirés par France et par d'autres compagnies, et qu'il y avait peut-être une pénurie chez Hop, comme ça peut être le cas chez d'autres, de PN qui ne leur permettaient pas d'assurer leur fonctionnement nominal en termes de capacité de production. Est-ce que c'était bien géré, mal géré, bien anticipé, mal anticipé? Ils sont chez eux, je ne peux pas faire de commentaires sur leur façon de faire, mais je sais que chez nous, ça a été très compliqué. En termes d'incentive, c'est difficile. L'incentive, pour nous, il faut savoir que la rémunération de la compagnie, elle est faite de 2 parts. Une part qui est le financement, une partie du déficit par la collectivité, et l'autre part par la fréquentation. Donc si jamais on a plus de passagers, c'est mieux pour nous et on espère même ne pas avoir besoin de faire fonctionner le complément de financement par la collectivité, bien que ça n'arrive malheureusement jamais, ce qui revient à dire que généralement ces lignes-là ne peuvent pas être à l'équilibre de façon intrinsèque. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles ne sont pas exploitées. Autrement, les exploitants aériens que nous sommes, on les aurait entre guillemets identifiés, on aurait volé. Donc là, il faut aussi savoir, pour rebondir sur la 3e question, à savoir les interrogations des collectivités pour relier une ville à l'autre, c'est très difficile. Nous, on a un point d'équilibre, on a un coût qu'on connaît tous, et ensuite ce point d'équilibre, il est fonction du nombre de passagers qu'on transporte. Alors il y a peut-être effectivement des villes comme par exemple Brive et Lyon qui auraient besoin d'être desservies entre elles parce que ce sont 2 bassins économiques qui communiquent entre eux, mais nous on est transporteurs aériens, on n'est pas risqueurs aériens, on ne peut pas prendre le risque financier de relier 2 régions, ça je pense que c'est le rôle de l'État et c'est le rôle aussi de la collectivité de faire remonter à l'État quels sont besoins de liaison, et pas forcément avec Paris, parce qu'effectivement on est entre guillemets dans un historique français de Paris et les étoiles d'araignée qui va desservir le reste de la France, du territoire national, mais il y a aussi des liaisons transversales qui existent, qui effectivement sont moins gourmandes en termes de passagers que les liaisons verticales sur Paris, mais qui pour autant sont génératrices de revenus pour les régions. Et là, qui d'autre mieux que les régions peuvent aller les défendre auprès de l'échelon central pour dire nous on a besoin d'un plan de financement parce qu'on n'y arrive pas. Et même le moins cher des appareils ne permet pas de trouver une rentabilité économique sur cette ligne. D'accord. J'ai bien compris que la question, Madame la rapporteure, c'était aussi un peu de vous envoyer la balle en vous disant si vous deviez suggérer au pouvoir public d'améliorer le système des OSP, vers quoi on pourrait aller, qui soit aussi incitatif, qui en gros vous aide à rendre ce marché plus mature et plus facile à exploiter pour vous. Moi, ce qui est incitatif, attrayant pour vous aussi. Bien sûr. Moi, ce que je vais à ce moment-là simplement reprendre, la chose qui était dite par M. Battisti et M. Dentrieux, c'est effectivement le coût de production. Notre coût de production sur les OSP, il est aussi élevé que sur les autres destinations. Alors, est-ce qu'une incitation économique serait de dire, ok, vous volez sous OSP telle route, on vous fait entre guillemets un plan fiscal allégé d'un point de vue des charges sur les salariés, et on peut imaginez étendre une partie de cet allègement sur vos autres routes si jamais vous faites tant de passagers, si jamais vous faites tant de régularité, si jamais vous atteignez les objectifs qu'on va se fixer ensemble. Moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être une mesure incitative. Après, les mesures incitatives économiques, on peut pas, encore une fois, on peut pas rentrer dans une logique où on va, entre guillemets, se mettre dans une situation d'attentisme par rapport à l'État pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, il faut que ce soit quelque chose de motivant. Et ça, effectivement, avoir un allègement en termes d'objectifs, parce qu'on est pertinent de notre analyse, à savoir que les engagements qu'on a pris, on sait les tenir, que l'analyse qui a été faite par la collectivité aussi est juste en termes d'estimation de passagers, parce que parfois on dit on estime qu'on va transporter 30 000 passagers. Bon, moi je veux bien, mais si on prend l'exemple de Limoges que mon auguste collègue Battisti a récupéré, nous on vole sur Limoges depuis 15 ans, on faisait entre 5 000 et 7 000 passagers. Donc là, entre le Lyon-Limoges et le Paris-Limoges, on va passer Paris-Limoges à combien ? Est-ce qu'il y a un réel besoin pour faire Paris-Limoges alors qu'il y a un très bel avion qui fait Lyon-Limoges depuis des années? Sachant que je faisais avant le Paris-Limoges, enfin le Limoges-Paris, pardon, sans avoir été demandé de l'argent à l'État. Je n'ai pas pris 3 millions par an. Et les gens de Limoges n'étaient pas en souffrance de ne pas pouvoir aller à Paris, à mon sens. Donc là aussi, du point de vue de la
de la pure analyse de la finance publique, il faut aussi se poser la question de savoir ce qui est pertinent ou pas pertinent. On n'est pas là pour créer des opportunités, créer des routes à tout prix. On est là pour permettre un développement économique. Donc de l'analyse économique de base, je dirais que le jeune Jean-François qui doit aller voir sa grand-mère à Paris et qui va prendre un billet à 40 €, est-ce qu'on a vraiment besoin que ce soit la communauté qui finance ça? Avec tout le respect que j'ai pour sa grand-mère, bien entendu. Donc si par contre on restreint entre guillemets l'activité transport aérien, on va pas dire uniquement mais en tout cas aux gens qui sont capables de payer à peu près le vrai prix du billet, ça me semble être plus pertinent eu égard aux dépenses publiques. C'est mon analyse. Et tout à l'heure, vous avez indiqué que sur Limoges, vous avez interrompu, vous, la ligne en question. On ne l'a pas interrompu, il y a eu une OSP qui est sortie et qui limitait, qui restreignait l'offre à faire avec des avions de 29 sièges au minimum, ou 28, je ne me rappelle plus exactement. Donc nous, on fait ça avec 19, donc du coup, on ne peut plus répondre. D'accord, donc c'était une attente de la puissance publique globalement, oui, d'avoir plus de capacité qui a amené oui, à... D'accord, avec l'effet collatéral pour vous. Madame le rapporteur. Oui, donc vous suggérez en fait que, par exemple, je reprends l'exemple de Limoges. Limoges-Paris, c'est faisable en train en 3h30, à peu près 3h15, 3h20. Donc là, il n'y a quand même pas une obligation. Enfin, il y a d'autres moyens de rejoindre ou de voyager que l'avion. Mais moi, je prends par exemple le cas de territoires très enclavés, comme chez nous. Je prends le Cantal parce que je le connais bien, le Puy-en-Velay, il y en a d'autres, voilà, Castres, Agen, Rodez, par exemple. Là, on n'a pas d'autres moyens de rejoindre la capitale ou de voyager que par l'avion. Et là, quand même, la position des collectivités de l'État ne doit pas être tout à fait la même. Ah mais je vous rejoins à 100%, j'ai aucun problème là-dessus. Ce qu'il faut, par contre, c'est effectivement avoir... Ouais, non, c'est avoir une vision objective. C'est autant... ce que vous suggérez, hein, oui. D'accord. Non, moi, ce que je suggère, c'est que je dis autant Aurillac, on va dire, il y a un besoin de transport, une capacité de transport historique sur la ligne Aurillac, autant le Puy-en-Velay, il n'y en a pas. Donc si jamais demain on mettait un Inter 72 au Puy-en-Velay pour faire plaisir aux gens du Puy-en-Velay, moi c'est très bien, mais ça n'a aucun sens économique. Pour personne, on transporterait de l'air. De la même façon, le président Hortefeux a voulu faire une liaison entre Lyon et Clermont-Ferrand il y a quelques mois. Bon, ça ne sert à rien. Si Air France l'a arrêté, c'est parce que les gens vont à Paris directement depuis Clermont. Il n'y a pas besoin de faire du Clermont-Lyon quand on fait déjà du Clermont-Orly. Ça n'a pas de sens économique, les passagers ne sont pas là. Enfin, à mon sens, d'un point de vue économique pur. Et après, il y a sans doute la liberté des collectivités locales qui choisissent d'essayer de voir s'il y a une capacité à développer la ligne. La question, Monsieur le Président, c'est de savoir si c'est choisi avec l'argent du contribuable ou pas. Oui, c'est toutes les difficultés aussi des effets collatéraux sur le marché, effectivement, ou selon la catégorie des avions et le type d'exploitation que vous pouvez avoir vous, ça peut avoir effectivement un effet paradoxal. C'est ce que je comprends, c'est que si on veut jouer plus grand, entre guillemets, il peut y avoir des situations que vous décrivez fort bien, où il y a une ligne qui fonctionne sur les plus petits avions. Ça peut avoir cet effet-là. Je viens d'entendre le trait d'humour du sénateur qui disait on peut faire des taxis. Moi, je vais rebondir là-dessus, parce qu'en revanche, on fait le Puy-en-Velay-Paris, mais on a mis en place une navette terrestre entre Mende et le Puy-en-Velay pour justement acheminer les gens qui sont à Mende, ça peut près 40 minutes de voiture, entre guillemets, dans un souci de liberté d'esprit. Donc le type monte dans la petite navette terrestre à Mende, rejoint l'aéroport du Puy-en-Velay et prend son avion. Mais il est libéré, il n'a pas besoin de se faire la route tout seul, il n'a pas besoin de se garer, il n'a pas besoin de ci, il n'a pas besoin de ça. Il prend son billet d'avion sur Internet comme n'importe qui et ça permet, à moindre coût, cette fois-ci, moi, de renforcer, entre guillemets, ma liaison entre Paris et le Puy-en-Velay en termes de fréquentation de passagers. Mais pour la collectivité, forcément, faire un minibus entre Mende et le Puy-en-Velay, ça coûte moins cher que faire 20 minutes de vol. Logiquement. Voilà, après ça, encore une fois, on va pas prolonger le débat là-dessus, puis je vais passer la parole à vos autres collègues s'ils souhaitent répondre à la rapporteure et ensuite à mes collègues, mais juste il faut entendre aussi que les collectivités locales sont dans leur rôle aussi pour parfois essayer de définir ce qu'elles sentent du besoin de ceux qui veulent être transportés. Et effectivement, voilà, il y a des situations dans lesquelles on peut peut-être faire ce que vous indiquez, mais j'imagine qu'aussi à Mende, si un jour ils se disent qu'il y a un marché suffisant, ils seront bien contents d'avoir une liaison directe. Voilà, c'est compréhensible. Qui souhaite réagir, Madame le rapporteur? Pardon? Il faudrait qu'ils construisent un aéroport à Mende. Oui. Non, mais à Mende, effectivement, ça sera difficile. Alors, qui souhaite réagir aux questions de Madame le rapporteur parmi vous? Est-ce qu'il y a des... Monsieur Battisti? Oui, moi je voudrais apporter quelques précisions sur le choix de la taille des avions. Alors, moi j'exploite des avions de 19 sièges, de 48 et de 70 sièges, donc je suis très à l'aise par rapport à ça. L'exemple qui a été pris tout à l'heure, vous avez senti une petite amertume puisque nous avons remporté face à Twinjet la liaison Orly-Limoges ou Limoges-Orly. On a en moins de 2 mois plus que doublé le nombre de passagers et on s'apprête à le quadrupler, donc ça veut dire qu'il y a un vrai marché.
Simplement, il faut avoir le vrai marché, et je rejoins mon collègue Colino sur le fait que ce marché, c'est fonction de à qui on s'adresse. C'est-à-dire, si on s'adresse uniquement au monde économique, il y a une acceptabilité de prix de billets aux alentours, on va dire, de 200 € aller-retour. Bon. Si on s'adresse plus largement à un avion pour tous, qui est financé par l'impôt et donc par la collectivité, c'est-à-dire par tous, là il faut avoir un prix de billet plus bas, souvent aux alentours d'une centaine d'euros, sachant que, comme ça a été dit très justement par Philippe, la moitié de ce prix de billet, c'est de la taxation diverse et variée. Bon. Donc le choix de l'avion, il est d'abord de la souveraineté des territoires, c'est eux qui décident de l'ambition pour leur territoire. Bon, je crois que ça doit être quand même clair, et c'est pas la compagnie qui doit imposer ce qu'elle veut en fonction de l'outil dont elle dispose. Alors, sur l'aspect toujours avion, je voudrais insister sur une notion, puisqu'on parle d'évolution, on a une attente environnementale qui est de plus en plus forte. Je crois que le débat récent sur la volonté de taxer le kérosène en est le témoignage, même si ce sont les marchands d'apocalypse qui vendent aujourd'hui ce message. Il faut quand même améliorer l'acceptabilité de l'avion, et on pourrait imaginer, dans le cadre des OSP, d'avoir un incentive sur des avions qui sont éco-responsables, c'est-à-dire ceux qui consomment le moins. Est-ce qu'aujourd'hui, il est raisonnable de faire voler un avion de 50 sièges versus un avion à turbine, versus un avion à turbine, pour gagner 6 minutes sur un vol au départ du centre de la France vers Orly? Je ne suis pas certain que ce soit raisonnable. Donc on peut imaginer une évolution dans les critères d'OSP qui soit un critère qui favorise les turbopropres, qui soit de 19 sièges, de 48 ou de 70 sièges. Sachant que l'acceptabilité par le passager d'un avion un peu plus lent, elle peut être parfaitement acquise si on explique pourquoi, tout simplement. Un exemple sur un Rodez Orly, un avion à hélice de type ATR de dernière génération, c'est quand même 40% d'émissions de CO2 en moins. C'est quand même extrêmement significatif, et ce n'est pas du tout une anecdote. Ensuite, sur l'amélioration, les pénalités, et je rejoins totalement l'expression de M. Colino, il y a eu une défaillance d'une entreprise du secteur pour des raisons objectives. Ce n'est pas pour autant qu'il faut imaginer de changer la loi pour les nouveaux, j'allais dire, prétendants aux OSP. Parce que quelque part, ces pénalités, elles seront incluses dans le prix, dans la demande de subvention. Donc c'est un petit peu, on se rattrape quelque part dans le modèle économique. Bon, je ne crois pas du tout que ce soit quelque chose d'intéressant et d'opportun de le faire, parce qu'on pourra peut-être se retrouver dans certains cas à des OSP auxquels il n'y aura aucun prétendant. On n'en est pas très loin dans certains cas aujourd'hui. Il ne faut quand même pas se tromper. À Agen, nous étions les seuls à candidater. J'en ai eu la surprise à l'oral, ce qui est quand même assez inquiétant, tout simplement. Voilà. Ensuite, sur les... J'appellerais un peu de cohérence dans les décisions. Certains élus se sont plaints, à juste titre, des défaillances de certains opérateurs. On a eu jusqu'à 25% d'annulation sur certaines liaisons en 2017 ou en 2018. Néanmoins, ce même opérateur a été reconduit au moment du renouvellement des OSP il y a peu. C'était le cas à Castres, c'était le cas à Aurillac. Donc, ce qui prouve que la douleur n'a pas dû être très forte puisque le même opérateur a été reconduit. Je ne suis pas abrupt en disant ça, je suis objectif. Et un peu critique quand même. D'autant que la reconduction s'est faite avec un budget en hausse de plus d'1 million par rapport au premier prétendant, qui était ma propre compagnie. Donc je m'interroge, mais bon, c'est légitime. Là encore, il faut respecter la décision. Elle est faite par des gens qui sont légitimes à la prendre. Et il y a des raisons que je ne comprends pas ou que je ne connais pas. Et donc elles sont respectables, ces décisions. Après, sur l'aménagement des OSP, si on voulait les rendre un peu plus sexy, si j'ose dire, il y a des phénomènes nouveaux qui m'interpellent et qui ne vont pas dans le sens de l'économie globale des projets. C'est des détails, mais c'est des détails sur lesquels il faut revenir. Le fait, par exemple, de créer une troisième rotation. Souvent, il y a un aller-retour matin, c'était un petit peu la religion, avec une amplitude de 8 à 9 heures à Paris. Bon, ça, c'est quelque chose qui est le socle. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de revenir là-dessus. Par contre, le fait de rajouter souvent une troisième rotation de demi-journée,
Ça crée une opportunité pour la compagnie qui améliore globalement l'utilisation de ses personnels et de ses machines. Ça réduit un petit peu le prix unitaire du siège sur le projet économique. Mais la difficulté, c'est d'être certain que le marché réagit. C'est-à-dire que quand on a une ville où il y a 25 000 habitants avec une agglo qui par exemple, réunit 40 000 habitants, je ne suis pas du tout certain qu'il soit nécessaire de rajouter d'avoir une troisième rotation 5 jours par semaine. De la même façon, les vols du samedi matin ou du dimanche soir, alors pour la Corse, il y a un intérêt certain. Pour d'autres territoires, c'est un peu plus discutable. Mais là aussi, il faut avoir une analyse fine, c'est au cas par cas. D'abord parce que ce sont les élus qui décident. Et au-delà de ça, ça peut correspondre à des objectifs, notamment en matière touristique, qui peuvent être pas forcément perçus justement par la compagnie. Mais un petit peu de souplesse dans le domaine, avec peut-être non pas un programme imposé, mais 2 ou 3 scénarios, pourrait être une évolution des OSP et qui permettrait là aussi de comparer des choses comparables entre les différents opérateurs. Voilà quelques appréciations ou recommandations sans aucune, comment dirais-je, volonté de provocation. Il y avait des messages codés, pour le moins. Si je comprends bien, vous suggérez que l'opérateur qui répond à la collectivité puisse proposer des formes de variantes en disant par exemple que sur s'il y a une troisième rotation, ou bien si c'est le week-end, que l'opérateur puisse proposer de s'ajuster, c'est ça, ou de faire évoluer la commande? Oui, très, très exactement. Par exemple, alors c'est dans le détail, hein, le diable se cache souvent dans les détails, mais sur les semaines du mois de mai, on les a vécues. Philippe connaît ça à une échelle industrielle avec les Airbus, mais l'obligation de service public oblige à voler le lundi matin, par exemple, qui est un jour ouvré, sauf qu'on a un jour férié le mardi. On connaît la pratique des ponts et des viaducs en France. Résultat des courses, on n'a personne dans l'avion le lundi. Et néanmoins, ça correspond à l'obligation de service public. Et ça coûte très cher, parce que ça fait partie globalement du calcul que nous faisons pour définir la recette d'un côté, et puis les dépenses. Et là, on crée un creux. De la même façon, certains vols du dimanche soir, l'été, par exemple, ou dans les périodes qui sont plus des périodes de tourisme avec une attractivité plus forte liée à la météo, on peut imaginer de maintenir ces vols du dimanche, mais par contre, les supprimer l'hiver. Est-ce que ça sert le voler le 11 novembre? Je ne suis pas certain. Voilà. Donc il y a des aménagements et il pourrait y avoir, alors, soit dans l'OSP 3 ou 4 scénarios, c'est-à-dire 3 ou 4 programmes différents, qui soient proposés, et les opérateurs décident de répondre à ces différents programmes avec une réponse budgétaire, ou alors laisser effectivement la liberté à l'opérateur dans une certaine volumétrie de sièges offerts, par exemple. On dit qu'il faut offrir, je ne sais pas moi, 60 000 sièges dans l'année, de les répartir d'une façon peut-être correspondant plus aux attentes supposées, voilà, telles qu'on les apprécie. Mais là encore, je répète, c'est quand même les territoires qui doivent décider, parce qu'eux connaissent souvent mieux les besoins que les opérateurs. Hein, il faut être très nuancé là-dessus. Bien. Alors, est-ce que l'un d'entre vous veut ajouter quelque chose suite aux observations de Mme le rapporteur? Je vous en prie, M. Dandrieux. Sur les rémunérations, je rappelle quand même qu'il y a un système communautaire qui s'appelle, c'est le juste prix là, des SIEG, donc des SIEG, des services d'intérêt économique généraux, qui prévoit quelque chose qui ne devrait pas dépasser du 3%. Donc on est sur quelque chose qui n'est pas non plus extraordinaire. C'est un peu logique, puisqu'il y a une partie d'argent public, donc on estime avec ça on ne va pas en faire trop. Mais il y a certainement à cadrer à ce niveau-là quelque chose de peut-être d'un peu plus en rapport avec ce qui pourrait être demandé sur des rendements ou des rémunérations un peu plus correctes. Parce que tout ça, ça doit permettre aussi d'attirer un petit peu de ressources pour avoir un phénomène un peu, en tout cas un outil un peu solide. Sur les pénalités, bien évidemment, il y a la notion de service non fait. Donc, service non fait égale punition. Ça, c'est bien connu. Bon, moi, de mémoire, je me rappelle que dans les anciens dossiers des GAC d'avant l'Europe, on autorisait 3%. C'est à peu près ça la marge d'aléa qu'il y avait. Bon, je rejoins un petit peu ce que disait Alain, et ça rejoint également l'aménagement des programmes. C'est-à-dire que 3%, c'est une chose. Après, il faut avoir une gestion intelligente entre l'opérateur et l'autorité. Faire des vols pour faire des vols, un jour de pont, c'est stupide. On brûle du fioul et on fait voler des pilotes à 6 h du matin pour rien.
Il faut adapter les choses et regarder comment la notion de service global va se faire. Et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, le petit avion, il est plus cher à porter au siège que le gros, et les entreprises, pour qu'elles vous offrent une bonne maintenance, un bon suivi, des fois, c'est plus cher. Parce que d'avoir des bases multiples et des bouts de pièces dans toutes les bases pour que les avions partent tout le temps, sur des flottes qui sont des petites flottes en général, ça coûte plus cher. Ça coûte plus cher que AF, Air France, pardon, qui a des ateliers à perte de vue avec des pièces à perte de vue. Donc il y a un coût de la régularité et de la ponctualité qui est à prendre en compte. C'est pas pour faire payer plus cher, c'est pour qu'il y ait en face une réelle ponctualité. L'homme, il y sera. Il faut aussi le payer, hein, le mécanicien qui va venir travailler en province, c'est pas toujours évident, qualifié, avec des amplitudes importantes, et il faut qu'il y ait de la pièce. Ça devrait faire partie aussi d'un certain niveau d'exigence, parce que faire voler un avion, pour faire voler un avion papier, pour qu'il soit le moins cher possible et qu'on passe très bien ça dans une assemblée, c'est intéressant, mais votre avion ne sera pas à l'heure. Parce qu'il connaît les aléas. Voler, c'est comme naviguer. On n'est pas dans l'eau, on est dans l'air. Merci. Monsieur Dufour, Très rapidement, sur question des collègues. Oui. Madame la rapporteure a parlé de pénalité. Je voudrais juste rebondir là-dessus pour dire que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, nous sommes sous OSP sans compensation. Et je rejoins ce qu'a dit Alain Battisti tout à l'heure. Nous, on préfère nettement la notion d'incitation plutôt que la notion de pénalité qui nous serait extrêmement préjudiciable. Parce que, bon, vous voyez, on opère à quasiment 10 000 km de la France métropolitaine. À partir du moment où on a le moindre problème, le traitement de ce problème prend des proportions extrêmement importantes. Il faut parfois 24 heures pour réparer un avion, ce qui n'arriverait pas sur les grands aéroports métropolitains. Et du coup, voilà, il faut le prendre en compte au moment où, légitimement, on veut faire plus pour le confort du passager, la régularité, enfin tous ces sujets sur lesquels on travaille en permanence, mais qui devraient être accompagnés sous forme d'incitation plutôt que de pénalité, à mon sens. Merci. Bien, Monsieur Luche d'abord, ensuite Madame Lindman. Très bien, merci Monsieur le Président, Madame le rapporteur. D'abord, Messieurs le Président ou directeur, je pense que l'échange que nous avons est très instructif et intéressant pour nous qui sommes de province et qui nous sentons abandonnés. Parce que moi je découvre des compagnies que je ne connaissais pas particulièrement. Alors justement, puisque je ne connais pas vos compagnies, je souhaiterais savoir quelles sont vos ambitions. Parce que et moi j'étais président du syndicat mixte d'un aéroport pendant quelques années, lorsque nous lançons des appels d'offres, vous ne répondez pas. Donc ça a été dit d'une manière différente. Mais cela signifie tout simplement, c'est que soit elles n'ont pas d'intérêt pour vous, je pense, des résultats financiers, bien évidemment, parce que vous n'êtes pas dupes et nous ne sommes pas dupes, et qu'à un moment, il y a une obligation de résultat. Soit parce que ce sont des territoires, je rappelle, je suis du département de l'Aveyron, de Rodez, aéroport de Rodez, 72-75 000 passagers par an. Soit parce que c'est pas du tout dans votre philosophie, et je comprends que vous soyez un peu moins intéressé par l'aéroport de Rodez que dans les îles, voilà. Mais on ne sait jamais, on sait jamais. Ça, donc, quelles sont vos ambitions? Est-ce que vous avez vraiment, je dirais, une vision de développer des relations, je dirais, métropolitaines ou pas? Première question. La deuxième, qui est tout à fait différente, c'est que, en fait, que pensez-vous, sans vous demander votre position sur ADP, le positionnement sur la privatisation ou pas, mais que pensez-vous des services d'ADP aujourd'hui? Parce qu'il m'arrive, comme peut-être d'autres collègues, d'arriver sur Paris et de tourner pendant un quart d'heure, 20 minutes, demi-heure, d'attendre le bus demi-heure. Voilà, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire, mais quelle est votre vision à vous là-dessus, sur le service porté par ADP? Parce que finalement, quelquefois, on perd autant de temps dans l'aéroport que sur le trajet. Troisièmement, pour rechercher un équilibre financier que vous êtes en droit d'attendre, ce que je comprends tout à fait dans l'exploitation de vos entreprises, est-ce qu'il ne vous paraît pas judicieux, ou oui, qu'il y ait une espèce de structure comme la CRE pour l'électricité ou comme ça, qui stabilise un peu la nécessité d'avoir un véritable aménagement du territoire? En clair,
vous savez pertinemment que sur une ligne intérieure, vous n'allez pas gagner d'argent, mais que par contre, sur une autre ligne que vous allez exploiter, vous allez pouvoir bénéficier et que justement ce juste équilibre permette de faire un aménagement du territoire qui nous est très cher à chacune et à chacun d'entre nous. Nous savons pertinemment que sur une ligne comme la nôtre, comme la mienne qui relie Rodez à Paris, bon, il y a une OSP, la contribution est relativement chère et je pense que ça ne va pas se résoudre comme ça. Donc, bon, les collectivités participent, l'État un tout petit peu, puisqu'elle est classée aménagement du territoire, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'une structure nationale pourrait, je dirais, rationaliser le rapport entre des lignes, comme vous avez dit, Clermont-Le-Puy-Paris ou Clermont-Ferrand-Paris, et des lignes comme les nôtres, Agen, Quimper, où j'ai terminé, Lorient, Pau et j'en passe. Ça, c'est un point qui me paraît essentiel. Et notamment, là où je suis surpris, c'est que demain, vous pouvez, je dirais, développer cette France un petit peu très rurale, qui se sent abandonnée, parce qu'on sait très bien que vu les annonces qui ont été faites par Hop, et nous on a viré Hop, parce qu'on n'était pas satisfait du service, la fiabilité, comme ma collègue, c'était catastrophique. Donc voilà, je pense qu'il y a une place à prendre dans les réseaux internes donc, qui concernent l'ensemble du territoire français. Voilà, je ne sais pas si je me suis bien exprimé, mais j'espère en tout cas que vous avez compris les messages. Donc Claire, il y a une OSP qui va être lancée, répondez s'il vous plaît, merci. Voilà, il y avait deux formes d'appel dans ces questions. Ce que nous allons faire, c'est que, comme j'ai plusieurs intervenants, on va regrouper par 3 ou 4 intervenants, et ensuite on vous passera la parole. On va essayer de répartir équitablement le temps. Petit message, par contre, si on peut essayer de poser des questions relativement brèves, ça sera plus facile pour que chacun puisse s'exprimer. Donc Madame Lindemann, et après ça sera Monsieur Ginesta. Oui, moi je voulais interroger sur les taxes aéroportuaires et vous demander si vous avez des exemples à l'étranger où, au lieu d'avoir des taxes aéroportuaires qui semblent, comme vous le décrivez, plutôt être défavorables aux petits avions, petites lignes, etc., s'il y a des méthodes de calcul de taxes qui seraient plus justes et en tout cas qui concourraient mieux à l'aménagement du territoire. Parce qu'on voit bien la tendance spontanée de remplir à fond la caisse les caisses d'ADP, qui devient un produit intéressant à vendre, en tout cas en apparence. Et donc, qu'est-ce que vous pourriez suggérer comme critère tarification? Parce que moi, j'ai toujours pensé que justement, ADP avait une mission de service public aussi au regard de sa capacité à concourir, à rendre aisé un aménagement du territoire dans le pays. C'est le premier point. Le deuxième point concernant la Réunion, je n'ai pas actualisé mes connaissances en la matière, mais je voulais savoir si vous touchez toujours la défiscalisation pour l'acquisition et si c'est uniquement pour l'acquisition des avions, et si vous aviez des suggestions de ce côté-là. Merci. Donc Monsieur Ginesta. Merci, Monsieur le Président. Moi, je voulais revenir très rapidement sur un sujet qui a été évoqué d'abord par Monsieur Dandrieux, qui est l'impact des décisions d'ADP sur les coûts fixes. Voilà, et savoir, sans trop de langue de bois, ce que pensent les chefs d'entreprise d'une éventuelle privatisation d'ADP. Merci. Alors, Monsieur Gold, et après je vous passe la parole pour ceux qui souhaiteront répondre. Merci, Monsieur le Président. Moi, même si quelques éléments de réponse ont déjà été apportés, moi j'aimerais revenir sur, pour mieux connaître la répartition des charges dans le prix du billet, entre le modèle de l'avion, le charge du personnel, et puis les différentes taxes. Vous avez parlé tout à l'heure de la moitié, j'ai cru comprendre, du billet en taxes. Ouais. Et puis aussi revenir sur la répartition des recettes que vous avez entre le prix du billet, les subventions publiques qui peuvent vous être apportées selon les destinations. J'aimerais bien avoir une meilleure vision selon les destinations et selon le matériel. Bien. Je vous passe peut-être la parole pour une première série d'interventions en réponse pour ceux qui souhaitent, suite à ces différentes interpellations. Qui? Monsieur Battisti d'abord? Et puis après, Monsieur Landrieux. Je vais reprendre dans le sens inverse, mais j'ai noté toutes les questions et si jamais je mettais une réponse, n'hésitez pas à me le rappeler.
répartition des charges sur un prix de billet, oui, aujourd'hui, sur un vol en métropolitain, on est en gros à 50-50 entre taxes et redevances et la recette nette que touche la compagnie. Air France a publié quelque chose sur un Paris-Nice en prenant cet exemple il y a quelque temps. Je crois que tu évoquais un Marseille-Corse de la même façon. C'était pas le cas il y a seulement 10 ans. On était plutôt sur 70% de recettes et 30% de coûts sous forme de taxes et redevances. Il y a une inflation terrible qui est liée à des facteurs objectifs. Par exemple, il faut bien financer la sûreté. Voilà. On a des menaces nouvelles terroristes qu'il faut bien gérer d'une façon ou d'une autre, même si on peut discuter de la gouvernance de la sûreté aéroportuaire, puisque c'est quand même aujourd'hui un budget pour la totalité de la France de l'ordre d'1 milliard d'euros par an, qui aujourd'hui n'est pas dirigé, ce budget. Il n'y a pas de gouvernance véritable, c'est-à-dire que ça dépend pour l'essentiel de plusieurs ministères et ensuite de l'appréciation de chaque préfet. Donc on a en gros une centaine de règles différentes, je caricature un tout petit peu, mais on a aujourd'hui la façon de fouiller et de traiter un passager à Limoges n'est pas la même qu'à Toulouse, et à Toulouse, c'est pas la même façon qu'à Pau ou à Nantes. Et on peut s'interroger, surtout dans notre pays un peu centralisé, sur ces curiosités-là. Enfin, c'est 1 milliard, et on sait, par le développement notamment des X-rays, des tomographes de dernière génération, qu'on va encore rajouter 250 millions d'euros par an d'amortissement de matériel. Donc on passe à 1,2 milliard dans les années à venir, dans les très proches années. Donc tout ça va augmenter le coût du billet. Alors, sur la répartition recettes-subventions sur les OSP, elle est assez variable. Ça peut être 0 dans les OSP non subventionnés. Ça peut aller, à ma connaissance, c'est pas le cas chez nous aujourd'hui, mais je sais que j'ai vu des chiffres là-dessus, jusqu'à la moitié c'est-à-dire qu'un passager transporté, en gros, pour moitié c'est un billet, pour l'autre moitié c'est une subvention directe. Donc ça peut aller jusqu'à 90-100 euros par passager. En général, lorsqu'on est dans cette situation-là, les territoires, s'ils en ont la possibilité, jettent l'éponge. Par exemple, Lannion-Orly, développement de la LGV, et Lannion a jeté l'éponge parce que c'était de l'acharnement thérapeutique quelque part. Alors qu'il y avait des alternatives, enfin une alternative de qualité à travers Brest et des options terrestres, ferroviaires à travers Guingamp qui étaient possibles. Voilà pour ce qui est de M. Gold des questions. M. Ginesta, impact d'ADP sur les coûts fixes, la privatisation d'ADP. Alors là, c'est pas Alain Baptisti Chalère, mais plutôt la FNAM qui s'exprime. Alors de façon là aussi un petit peu nuancée. On n'a pas d'opposition idéologique à la privatisation d'ADP. On pense même qu'ADP privatisé entre les mains de professionnels sera mieux géré qu'aujourd'hui, sachant qu'aujourd'hui on sent une nette amélioration sur la gestion par rapport à il y a quelques années. Donc on n'a pas nous d'état d'âme par rapport à cette privatisation. Par contre, c'est quelle est la mission d'ADP? C'est-à-dire, est-ce que c'est une mission, et vous l'avez dit, je crois, Madame Linnemann, d'accueil, c'est une mission nationale, quoi, tout simplement. On a plus de 100 millions de passagers qui arrivent par Orly ou par Roissy. Est-ce que ça ne fait pas partie de l'attractivité de la France? Est-ce que, voilà, le cahier des charges. Alors, l'État est régulateur à travers un contrat de régulation économique qui est en négociation. Mais l'État est un peu schizophrène puisqu'il cherche à privatiser en maximisant la valeur de l'entreprise à la revente, ce qui est logique, et en même temps, on veut avoir une maîtrise des redevances, de trajectoire des redevances à court ou moyen terme, de manière à rester attractif, sachant qu'on observe en Europe une situation un peu paradoxale, c'est que dans la plupart des grandes plateformes aéroportuaires, le coût du traitement du passager, le coût global de l'infrastructure aéroportuaire tend à diminuer. C'est le cas, y compris en Grande-Bretagne, qui sont des aéroports réputés chers, où on a plutôt une stabilisation ou une diminution légère des coûts. Et on l'observe en Hollande, on l'observe dans différents pays. On a plutôt. Et nous, on est exactement dans la situation inverse. C'est-à-dire qu'on est en train d'ouvrir le ciseau, alors qu'on partait d'un coût aéroportuaire, et ADP se plaît souvent à le rappeler, qui était plutôt un peu plus bas que l'Europe. Et là, on est en train de partir résolument et en mettant en pleine vapeur vers un coût où on va sortir du peloton européen. C'est totalement contraire aux intérêts du pays, aux 100 millions de touristes, etc. Enfin, je vous laisse juger, vous êtes plus compétent que moi pour apprécier cette situation. Donc,
la privatisation, pas de position idéologique. Par contre, il faut qu'il y ait un régulateur fort, un État puissant, et un contrat de régulation avec une autorité également. Aujourd'hui, c'est l'ASI, demain, ce sera peut-être l'ASI ou l'ARAFER, qui soit compétente et dotée de nouveaux pouvoirs, notamment des pouvoirs d'audit, de sanctions, ce qui n'existe pas aujourd'hui dans la régulation telle qu'elle est à ce jour. Alors, sur l'évolution des coûts, alors, Madame Lienemann, pour rentrer un tout petit peu dans le détail, il y a quelques années, on nous a inventé une formule chez ADP qui était la suivante, c'est on prend un avion type qui est l'Airbus A320, mais ça ne suffit pas, alors on va le charger à en gros 86% de remplissage, si ma mémoire est exacte, hein, Philippe, je parle sous ton contrôle, et on va dire, ça c'est la jauge moyenne, c'est-à-dire on veut avoir en moyenne des avions de ce format-là remplis de cette façon, tout ce qui est en dessous, on augmente, tout ce qui est au-dessus, on réduit un petit peu. Et il y a eu donc une entreprise de séduction qui a été faite par les dirigeants d'ADP pour expliquer à notamment Air France, vous allez perdre là-dessus, c'est-à-dire sur Hop, vous allez avoir en gros une facture qui va s'alourdir de 30 à 40 millions d'euros, mais sur les gros avions, vous allez gagner un petit peu, en fait pour vous ça coûtera zéro. C'est ça, hein, Philippe, hein, sans malice aucune. Bon. Alors, dans le cas d'un ATR 42, on a un peu plus que doublé le prix du parking. Dans le cas d'un Beech, comme l'a rappelé très justement M. Collineau, on avait presque multiplié par 6. Et dans les avions qui sont un peu moins bien remplis, justement, tous ceux qui jouent le jeu de l'aménagement du territoire, ceux-là sont tous pénalisés. Mais c'est pas très grave pour ADP, puisque de toute façon, c'est la subvention publique qui va compenser. Bon, là encore, sans malice de ma part, mais enfin, c'est quand même le mécanisme qu'on observe aujourd'hui dans la pratique. Alors, pardon Marine, il faut parler dans le micro, d'abord parce qu'on fait l'objet d'une captation vidéo. Est-ce que c'était pas pour pousser les avions à être plus remplis? Parce qu'il y a eu aussi cette idée de réduire le nombre de vols. Il y a plein de facteurs, il y a des facteurs, pardonnez-moi, vertueux, effectivement, d'essayer de mieux remplir les avions. Il y a aussi le fait que le nombre de mouvements à Orly comme à Roissy est limité, pour des tas de raisons sur lesquelles on n'a pas, enfin je n'ai pas à revenir dessus, mais et donc évidemment on a intérêt à avoir des avions de plus en plus gros et de plus en plus remplis, ce qui est l'intérêt objectif du gestionnaire et on ne peut pas lui reprocher d'avoir ça. Par contre, cette modification de la structure tarifaire a été très pénalisante et c'est faite au détriment complet des territoires. Ça c'est très clair. Les territoires sont des victimes collatérales et les compagnies régionales par la même. Ça, c'est extrêmement Alors, on va vous laisser clair. terminer, après parce que j'ai quand même pas mal d'interventions. Allez-y. Pardonnez-moi, sur Monsieur Luche, les ambitions des compagnies, chacune peut en répondre collectivement ou individuellement. Dans le cas de ma compagnie, c'est clairement de grossir aujourd'hui et d'être au service des territoires. On est une compagnie, on n'est pas en Corse, mais on est en Normandie et surtout aujourd'hui on base nos avions en province et on base nos personnels au plus près des avions, ce qui est notre philosophie de développement. Pour ce qui est des services ADP, évidemment, il y a des phénomènes conjoncturels. Vous évoquiez les avions qui traînaient, qui holdaient pendant 30 minutes. On a eu beaucoup de travaux, et on en aura encore cet été à Orly, des travaux d'aménagement de parking, de taxiway, de pistes, qui obligent à une régulation qui